Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 36e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alexandre Fontaine-Rousseau, essayiste, critique cinéma, animateur radio, mélomane, scénariste BD, traducteur et autres tâches connexes aux éditions Pau-Pau. Alexandre Fontaine-Rousseau, salut! Allô, allô? Merci d'accepter l'invitation de passer au balado. Là, je vais prendre la prochaine heure pour te présenter. C'est gentil, c'est gentil. Je vais me prendre une gorgée de café, puis je vais te laisser y aller. Là, je pense que tu as le temps d'aller t'en faire un autre. Right. Écoute, c'est fou parce que en préparant l'entrevue, je me souvenais que tu étais multitâche, mais ouais, t'as des journées assez occupées, toi, finalement. Hardest working man in show business, je pense, rendu là. Mais ouais, non, je fais trop de choses. À un moment donné, il va falloir que je commence à être... Fait-on trop de choses dans la vie? Non, on se tient occupé, c'est plaisant. Puis mais des fois, il y a des moments où tu regardes ta semaine. Tu sais, j'ai arrêté de faire un show de radio que je faisais depuis 15 ans. Puis que je consacrais essentiellement mon lundi à faire cette émission-là. Lundi après lundi. Puis quand cette obligation-là est disparue de mon horaire, je me suis vraiment demandé comment j'avais fait pour continuer de faire ça toutes ces années-là, parce que le reste du travail a très naturellement pris cette journée-là. Ah puis, ben oui. Là, t'es comme, OK, à un moment donné, on vieillit, on a quand même un petit peu moins d'énergie, puis j'aime pas ça, j'aime le travail bien fait, là, fait que je veux pas garrocher les choses, là, fait que ouais. Mais non, oui. Donc, animateur oui, radio, c'est fait, c'est coché. C'est altéré. Oui, à CISM. T'es critique aussi de cinéma, parce que, il faut le dire, t'as fait des études à l'Université de Montréal en cinéma. T'es auteur d'ouvrages et sur sur la musique du diable et autres bruits bénéfiques, et un super livre sur les jeux vidéo vieille école. Avec la pochette incroyable qui rappelle vraiment une cassette Nintendo. Absolument. Tu es également scénariste de bande dessinée, tu es traducteur. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alexandre. Puis je fais d'autres choses. Ça, c'est le CV plus artistique, mettons. Là. Oui. En plus de ça, j'ai d'autres gigs alimentaires. Fait que c'est... T'es pigiste, hein? Pigiste, oui, c'est ça, la malédiction, exact, la malédiction du pigiste. C'est ça. C'est quelque chose, hein, être pigiste. Moi, je trouve ça, je dois te dire, là, ça fait 24 ans que j'ai fini mes études à l'école de théâtre, là, et fait 24 ans que je suis pigiste, là. Je t'avoue que des fois, j'arrive dans la cinquantaine, là, puis je commence à être un peu essoufflé de cette vie-là. Ouais, moi aussi. Puis mais t'arrives pas dans la cinquantaine, toi, t'es plus jeune que moi. Je suis plus jeune que toi, puis je veux dire, je peux entrevoir l'avenir. C'est un autre de mes multiples. Je vois l'avenir. Non, mais tu sais, puis je veux dire... Fais-tu des horoscopes? Absolument, c'est l'autre je suis sous le nom de Jojo Fontaine. Là. C'est vraiment une super bonne gig. Jojo Fontaine? C'est la plus payante de toutes mes gigs, c'est d'écrire des horoscopes. Non, mais ça, c'est pas vrai en plus. Mais, ouais, non, c'est ça. Il y a des moments où je me dis, c'est quand même... Parce que le plus dur, c'est pas chaque tâche individuellement, des fois, c'est de jongler. C'est le travail de jonglerie entre toutes les tâches que je trouve un peu épuisant des fois. Puis, il y a comme pas de sécurité. Je trouve qu'il y a comme un truc qui est comme le syndrome du pigiste, où tu as toujours l'impression que c'est peut-être ta dernière gig à vie, fait que tu prends toujours les gigs, que tu as le temps pas de les faire. Voilà. Alors, c'est difficile de dire non quand on est pigiste. Non, exact. Puis des fois, on devrait dire non, puis c'est un des apprentissages. C'est un de mes apprentissages en ce moment, c'est de dire non. Écoute, moi, ça fait quelques années que j'ai commencé à dire non. Félicitations. Félicitations. J'ai mon jeton de 2 ans. Ouais. Et non, mais ça fonctionne, hein, dire non. Puis des fois, ce qui arrive quand tu dis non, c'est que ça attire encore plus de contrats. Écoute. Étonnamment. C'est ça qui est un peu fou, tellement que tu te dis avoir su. J'aurais peut-être un peu élagué plus tôt. Ouais. Mais bon. Alors, donc, études en cinéma à l'UTM, comment es-tu arrivé, là, au niveau de ton parcours, à scénariser de la bande dessinée? Par un accident de parcours, justement. Je savais que je voulais écrire, je savais que j'aimais écrire. Je faisais de la critique déjà, puis j'avais écrit des scénarios de court-métrage pour l'école, puis tout ça. Je trouvais que le cinéma... J'aime vraiment beaucoup le cinéma. Je sais pas à quel point... J'aime la sensation
de travail d'équipe que tu as sur un plateau de tournage. Puis tout ça. Mais il y a quand même un truc où au cinéma, on dirait qu'entre ton idée initiale puis le produit final, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'endroits où le signal peut être transformé. Ouais. Puis, il y a un monde. Tu sais, là, j'ai commencé à faire de la bande dessinée un peu parce que j'avais un ami qui faisait de la bande dessinée à l'époque, puis j'ai commencé à m'installer. Tu sais, j'étais un personnage de son œuvre, puis à un moment donné, j'ai dit, ben, si ça te dérange pas, j'écrirais peut-être mes dialogues. Tu sais, ah bon, d'accord. Donc, ouais. l'entrée de la bande dessinée s'est passée par... Par François Sanson Dunlop. Et donc par le dialogue. Parce que il y a quelque chose qui frappe chez vous quand on te lit, dans tes créations, et même dans tes traductions, mais là, on en parlera plus tard, c'est cette manière que tu as de dialoguer qu'on peut soupçonner toute la culture cinématographique derrière ça. Le fait que chez vous, moi, quand je te lis, outre l'effet comique, on va toujours à l'essentiel quand on lit du Alexandre Fontaine-Rousseau. Ah ouais, c'est gentil de me dire ça, parce que moi, j'ai eu l'impression que pendant des années, je faisais tout sauf aller à l'essentiel. Je pensais que, justement, là, je trouve que mes 2 premiers livres sont très verbeux d'une manière assumée. Oui, mais c'est pour l'effet comique, absolument, évidemment. absolument. Mais on est dans la surenchère. Absolument, mais c'est ça. J'ai l'impression que j'ai, au contraire, eu un apprentissage d'élagage, tu sais, puis... Je pense que c'est un des exercices qui m'a mené vers ça. Ben, il y a eu plusieurs étapes dans ça, là, mais c'est sûr que quand j'ai travaillé sur les Cousines Vampires avec Caton, je voulais que le dessin fasse une partie de la job. T'sais. Fait que je me suis dit, OK, il faut peut-être que je mette un peu moins de dialogue. T'sais. C'est drôle que tu dis ça parce que d'ailleurs, puis là, ça fait très longtemps que j'ai lu cet album-là, mais je me souviens de superbes séquences muettes où l'image parle. Absolument. Puis ça a été un grand. Ça a été un grand apprentissage, là, OK, je peux écrire autrement qu'avec le dialogue, tu sais. Je pense que... C'est ça. C'est vrai que je suis venu... même mes références cinématographiques, tu sais... Éric Rohmer, des trucs de même, j'aime bien gros ça. Là, j'aime ça quand c'est verbeux. Puis, tu sais, je pense que lentement, mais sûrement, j'ai appris à laisser l'image parler. Puis, il y a d'autres trucs où, tu sais, je veux dire, dans mes collaborations avec Francis Desharnais, tu sais, la forme... force à une certaine économie de mots, parce que c'est des assez petites cases, qu'on travaille sur le timing, tu sais. Oui. Donc, vous avez, juste pour planter le décor, c'est que vous, dans Les Premiers Aviateurs et dans La Conquête du Cosmos, c'est que... Conquête de l'Est. La Conquête du Cosmos. Conquête du Cosmos, oui, c'est ça. Vous avez prédéfini une banque d'une 20aine d'illustrations. Oui, exactement. Francis me donne des illustrations. Voilà. Puis il y a beaucoup de cases par page, donc c'est comme... Puis là, moi, j'écris... En fait, c'est un peu particulier parce que c'est un exercice quasiment inversé de scénarisation dans la mesure où on a déjà l'image. Oui, puis voilà. On se retrouve à écrire par-dessus des images qui existent déjà, là, même si je travaille... Tu sais, je dis dans quel ordre et quel agencement d'images je veux à Francis, mais les images existent déjà. Surtout dans le cas des Premiers Aviateurs. Dans La Conquête du Cosmos, il y a quand même eu un peu plus de... Tu sais, on s'est parlé un peu plus de latitude. Ben, un peu plus de travail préparatoire, je te dirais, dans la mesure où, tu sais, avec Francis, on a discuté des scènes qu'on voudrait peut-être avoir, puis blablabla. Mais Les Premiers Aviateurs, vraiment, il m'a droppé une série d'illustrations, puis, tu sais, il y a des affaires qui me surprenaient. Tu sais, il y avait une... Moi, je m'attendais à ce que ce soit toujours sur le point de vue soit toujours centré sur les aviateurs. Puis là, il y a un des chapitres où il a mis l'accent sur les gens qui regardent les aviateurs. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, OK, ben, faut que j'écrive ces personnages-là alors que je m'attendais à... Puis c'était un coup de génie de sa part parce que, tu sais, le livre serait beaucoup plus redondant s'il n'y avait pas ce chapitre-là où tout d'un coup, on change de point de vue. Fait que, oui, parce qu'on a la perspective des gens qui assistent à ce non-miracle-là, en quelque sorte. Ils sont venus regarder un accident. Oui. Qui espèrent venir voir un crash. C'est un peu... Et c'est ça que je trouve drôle. Il y a un parallèle à faire avec Internet, tu sais, où les téléréalités, c'est que maintenant, on peut toujours en tout temps regarder des accidents au ralenti de choses de la vie. Et donc, c'est un peu ça, cet album-là. Puis moi, je me souviens, avec Antoine Vizina, le comédien,
on s'était prêté à l'exercice de faire une lecture publique, un montage des premiers aviateurs et de la guerre des arts. Et c'est vrai que c'est au niveau du dialogue, tout est là. C'est vraiment... ça se joue. C'est comme Samuel Quentin. D'ailleurs, Samuel Quentin qui vient aussi du cinéma. Donc, on dirait que quand on tombe dans vos albums, tout à coup, moi, de ma perspective d'acteur, je fais, ben oui, mais ça marche, là. Ça se lit, ça se joue. On est déjà dans le jeu. Je les écris en les jouant. Ouais. Veux pas... je dis pas que je dis toutes mes répliques à voix haute. Mais tu devrais, tu devrais enregistrer ça puis mettre un code QS dans ton album. Mais non, je ne vais pas faire ça. Mais c'est gentil, merci pour la... Mais ça, puis j'aurais des subventions parce que les gens diraient projet multimédia ou quelque chose de même. Là, mais ouais. Mais non, je ferai pas ça. Mais par contre, c'est vrai que je teste un peu mes répliques à l'oral. Puis je pense que de voir si tu t'enfarges dans des répliques, veux pas, c'est un bon signe que c'est bon ou pas. Là, il y a tout le rapport au rythme aussi. Ouais, c'est ça. Dans le dialogue. C'est ça. Dans ces livres-là, surtout, je veux dire, le découpage devient vraiment très... C'est un jeu sur le rythme, là, ces deux albums-là, là, parce que veux pas... C'est ce qui est le plus dur à contrôler, la vitesse à laquelle le lecteur va lire ton livre. T'as somme toute donc tu peux utiliser par exemple des cases de silence là, je pense que c'est un des trucs dont j'aime abuser là, c'est d'en mettre un peu partout, puis je suis comme on va mettre un petit frein puis on va ensuite on drop la joke, puis c'est ça. Mais ça c'est quelque chose que tu penses de manière très orale, si tu l'écris quasiment comme tu le jouerais, c'est sûr. Ton plus récent album comme scénariste de bande dessinée, c'est La Pitoune et la Poutine? Non, j'ai fait La Conquête du Cosmos après. Ah, c'est sorti après? Ouais, ah oui, La Conquête du Cosmos, c'est 2021. Puis La Pitoune et la Poutine, c'est 2019. Ça fait un bout de temps, La Pitoune et la Poutine. Bon, alors, album, j'ai reçu d'ailleurs à ce micro, Xavier Cadieux. Ben oui. Et là, la veille de l'enregistrement, j'ai vu sur les internets un post, un statut, devrais-je dire, énigmatique, où tu annonçais un projet qui serait comme une non-suite à La Pitoune et la Poutine. Ouais. OK. Alors moi, j'ai plein de questions pour ça. Premièrement, quand? Ben là, rendu là, le découpage est fait, là. Le découpage est fini. Le scénario, on a bouclé le scénario. Xavier avait déjà quand même une partie du découpage de fait. Il a comme clenché la fin à une vitesse Xavier Cadieux-esque. Je veux dire, c'est un coureur remarquable. En termes de travailler vite, Xavier, c'est impressionnant des fois. Là, il va commencer à m'envoyer des pages le matin, en me disant comment je travaille un peu là-dessus. Puis à la fin de la journée, je pense que t'en as fait 15, 20 aujourd'hui. Wow! C'est vraiment, c'est le fun. Là, puis c'est le fun parce que tu relis ton livre. Puis il y a un moment où c'est fini, un livre. Là, puis là, tu as comme presque oublié ce que tu avais écrit. Puis surtout dans le cas de ce livre-là, parce que ça a quasiment pris... on a commencé à travailler sur ce livre-là. Je pense que La Pitoune et la Poutine n'étaient même pas encore publiés. Là. Les dernières réunions de La Pitoune et la Poutine, on faisait nos dernières réunions de La Pitoune et la Poutine, puis on était déjà en train de parler de ce serait quoi ce pitch-là. OK, donc c'est un projet qui est en gestation depuis 5 ans. Années. OK, wow. C'est 5 ans de on and off. Puis donc 2025. 2025, je pense, ouais. Automne. Ouais, là, ça, je sais pas. Okay. Ça, je sais pas. Je veux pas mettre de pression, mais... Non. Hey, puis c'est pas le but. C'est pas le but. Mais fais-toi-en pas. On a mais moi aussi. Mais oui. Mais là, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus que des... C'est pas vraiment... C'est une non-suite. Ça se passe dans le même... Ça se passe dans le Bûche-Niver, qui est le nom... c'est trademark, Bûche-Niver, l'univers de Bûche. C'est encore un narrateur castor, comme dans La Pitoune et la Poutine. Fait que c'est encore dans... cette série de récits folkloriques-là qui sont racontés par un grand ordre de castors qui serait en charge de gérer tout le savoir ancestral de l'humanité. C'est une suite à la Chasse-Galerie. Donc, c'est la Chasse-Galerie. Le titre de travail, c'était la Chasse-Galerie 2. Là, c'est plus ça, c'est rendu Les Canaux de Satan, une histoire de la Chasse-Galerie. Je veux pas trop j'ai envie que les gens arrivent en sachant pas trop de quoi ils en retournent, mais tu sais en gros tu sais
le Bas-Canada a eu son premier avant-goût de ce que ça pouvait être se déplacer en canot volant. Tu sais, tu fais une deal avec le diable, c'est réglé. Puis là, les gens sont comme... Finalement, c'est pas si compliqué que ça. T'as 2-3 règles à respecter. Tu sacs pas, tu touches pas à des clochers. Puis après ça, c'est quand même une ride de canot volant. C'est rapide, c'est efficace. Puis là, c'est comme 1 an plus tard, tout le monde utilise ça. Il y a comme des problèmes de... Tu sais, il y a du trafic dans le ciel. Puis là, l'indice d'énergie satanique dans le Bas-Canada commence à être dangereusement élevé. Puis là, le Vatican voit ça aller, puis fait comme il y a quelques années à peine, c'était nos meilleurs agneaux. Il faut vraiment qu'on aille gérer la panique satanique dans le Bas-Canada. Fait qu'ils envoient leur meilleur agent, un genre de James Bond catholique, pour aller régler la situation. Puis il va s'infiltrer dans le milieu interlope des canots volants dans le Bas-Canada. Après ça, je t'en dirai pas plus. Mais là, tu nous en as dit beaucoup non, déjà. Je t'ai dit, très genre, mais évidemment, ça va être 30 premières pages, je pense. Ce livre-là, il y a comme un moment donné où, comme vu qu'on l'a fait sur une longue période de temps, il y a des moments où tu reviens au livre en l'ayant comme pas pire oublié. Là, tu sais, comme... moi puis Xavier, on se regardait et on était comme, qui a écrit ce livre? Genre, c'est toi que, tu sais, comme, ouais. C'est quoi ça? C'est qui? Xavier est convaincu qu'on vient d'enterrer la Chasse-Galerie 1, que plus personne va jamais vouloir se faire raconter la Chasse-Galerie 1 parce que c'est plate. Je te dirais que c'est vrai qu'il y a pas mal plus de stock dans la Chasse-Galerie 2. C'est drôle parce que... Mais tu sais, watch out à ton... Tu sais, tu vas avoir mal à ton folklore. OK. C'est drôle parce que Vincent Vanelli avait fait en bande dessinée une adaptation de la Chasse-Galerie pour les éditions de la Pastèque. Donc... Ah oui, je suis curieux. Moi. Peut-être que je vais me relire le Vincent Vanelli. Je sais pas à quel point c'est particulièrement utile. Je te dirais... pour le décalage, pour prendre la pleine mesure du décalage. On résume parfaitement bien ce qui se passe dans la Chasse-Galerie 1 en 2 ou 3 pages. Tu sais pas, mais Vanelli, c'est que c'est sa perspective d'Européen sur ce matériau-là. D'ailleurs, Pitoune et Poutine en France, là... Réaction de lectrices et lecteurs français. Les gens... What the fuck? Non, mais les gens, je pense qu'ils trouvent ça le fun. Tu sais, ils veulent être... Si ont envie d'être dépaysés, ils le sont. Sont-ils réconfortés dans leur... dans leur idée de la cabane au Canada? Je pense que oui, dans une certaine mesure. Je pense qu'il y a des gens qui vont... Tu sais, il y a comme un syndrome où il y a des Japonais... qui vont en France, puis tu sais, toute leur vie, ils ont comme grandi avec l'image de la France qui est partagée. Puis là, ils vont à Paris, puis là, c'est sale, puis tu sais, puis là, ils reviennent, puis ils ont une dépression. Ah oui, le choc doit être brutal. Le choc, mais il y a un nom à ce syndrome-là. J'aime penser qu'il y a comme des Français qui vont lire La Pitoune et la Poutine, tu sais. Puis genre là, après ça, ils viennent au Québec, puis là, ils sont comme, hey, shit, c'est pas en tout ça. Puis là, ils rentrent à la maison, puis ils sont comme vraiment tristes, tu sais. Ah, ben, tu peux déjà commencer à penser au nom du syndrome. Je te dirais, les canaux de Satan, c'est ça, mais genre fois 1000. Ouais, ben là, écoute... C'est aussi un remake du premier Fast and the Furious. Donc, la famille est importante. La famille est vraiment importante. Il y a peut-être des Corona. Mais au moins, c'est pas... Il y a un personnage qui s'appelle Corbella Diesel. Comme, en tout cas, c'est... En tout cas, c'est le fun parce que, tu sais, je peux t'en dire autant que je veux. Puis j'ai pas l'impression de gâcher le livre parce que je pense qu'il y en a encore en masse. Je pense que c'est généreux. Ben d'ailleurs, la Pitoune et la Poutine, c'est vraiment un album copieux. C'est un album qu'on prend plaisir à relire parce que la première lecture, c'est comme recevoir un coup de pied d'en face. Là. Il y a tellement de stock là-dedans. Je le trouve si peu dense maintenant. Je trouve qu'il y a si peu de stock dans cette... On le relisait, tu sais, puis on était comme... Hey, tu sais, c'est le fun, là. Je l'aime, ce livre-là, là. Mais tu sais, je pense qu'on a amené ça à l'étage supérieur de gratiné, là. Cette lasagne contient du stock, J'ai hâte de goûter le fromage. Mais d'ailleurs, tiens, justement, je veux qu'on parle un peu du travail de scénariste et de ce que ça représente dans le microcosme de la bande dessinée québécoise. Parce que ici, dans notre bande dessinée nationale, il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices, de BDistes qui travaillent en solo, qui aiment scénariser leurs propres histoires. Ce qui fait que
il n'y a pas il n'y a pas une grande tradition de scénaristes. Il y en a des scénaristes au Québec, puis on peut en nommer, mais... Oui, mais c'est pas la norme. Alors qu'il y a des endroits où je pense que la norme, c'est un peu de travailler scénariste, illustrateur. Au Québec, c'est quasiment une anomalie. Oui, voilà. Alors, comment toi... Parce que bon, tu travailles avec des talents très, très différents. À chaque fois que je te lis en collaboration avec une illustratrice, un illustrateur, à chaque fois, je me dis, hey, le match est parfait, ça fonctionne. Ça implique quoi, ça? Ça veut dire que là, toi, il faut que tu t'imprègnes de cet univers graphique-là, il faut que tu t'appuies sur les forces. C'est sûr que tu t'écris différemment pour chaque collaborateur, chaque collaboratrice. C'est comme... Pour plein de raisons, là, pas juste en fonction des forces du style ou quoi que ce soit, mais juste la quantité d'informations qu'une personne va vouloir. Tu sais, c'est un apprentissage. Chaque relation créative, c'est un apprentissage de quoi tu as besoin, à quel point tu veux du lousse, à quel point tu as besoin d'informations. Déjà, c'est quand même une grosse question. Après ça, c'est sûr que moi, je scénarise en dessinant le livre. Dans ma tête. Ça se peut que ce soit absolument pas ça le résultat final, puis tant mieux. Parce que tu fais pas de découpage papier, là, ok. Non. Puis tu sais, j'adore être surpris. Mais ça m'aide de le dessiner dans ma tête dans le trait de crayon de la personne avec qui je travaille. Donc, tu sais, j'écris jamais un scénario dans le vide en disant je trouverai quelqu'un pour le faire après. C'est pas ça que je fais, tu sais. Je m'entends avec une personne, je suis comme ça, tentes-tu de faire un livre, puis là, ce serait quoi? Puis là, on a comme un genre de petite session de c'est ça mon idée, t'as-tu des idées là-dedans, ça t'intéresse-tu? Puis après ça, je me lance, mais tu sais, j'écris en fonction de quelqu'un. Puis ça m'aide beaucoup parce que déjà, tu peux t'inspirer de cette personne-là, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens... au Québec ou à l'international, rêvons. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais vraiment collaborer? Y a-tu des auteurs, des autrices, il y a des gens que tu te dis, ah oui, ça, j'aimerais ça. Oui, évidemment. Mais tu sais, il y en a comme une infinité. Ouais. J'ai pas de nom spécifique. Tu sais, le prochain projet que je fais, c'est un livre avec Thomas Blais-Leblanc. J'ai commencé à travailler sur un truc avec Tom. Puis ça faisait un bout de temps que, tu sais... Donc, ça sera pas muet? Non, ce sera pas muet, okay. Mais tu vois, par exemple, je me suis donné comme défi de faire les 30 premières pages... les 26 premières pages sont muettes. T'sais, fait que tu commences ton livre, puis t'es comme... Ah, c'est un livre de Tom, là, c'est muet. Puis à un moment donné, ça se met à parler, puis là, c'est rendu quelque chose. Quel talent, ce garçon. Absolument. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a comme... J'avais envie de... Tu sais, c'en est un autre. Tom, il a un sens du découpage absolument incroyable. Ah oui, il y a un truc où tu as l'impression de regarder un dessin animé tellement c'est smooth des fois. Puis en même temps, après ça, il y a des ellipses qui sont typiquement... qui sont propres à la bande dessinée. Il y a comme une alternance entre ces trucs-là. Mais tu sais, je pourrais te montrer là, les 40 premières pages de découpage qu'il m'a donné, parce que ça aussi, c'en est un autre quand il se met à travailler. Tu sais, t'es comme, comment ça que t'as déjà fait? Tu sais, j'ai envoyé ça il y a 2 semaines, puis là, t'as comme 40 pages de découpage. Puis, de voir certains de mes personnages bouger dans le découpage de Tom, après ça, je sais déjà mieux comment les écrire, tu sais, parce que je les ai vus en vie, puis là, ça y est, c'est des personnages vivants, puis j'ai juste à ils ont juste à continuer d'exister, tu sais, puis quand t'écris, tu sais, c'est ça, là, c'est le moment où t'as pogné de quoi, c'est le moment où t'as l'impression d'écrire, mais t'as aussi un peu l'impression de juste laisser des personnages exister, là, ça, c'est bien le fun. C'est un peu, je t'écoute parler, c'est drôle, ça me fait penser à la direction d'acteur. Ben, totalement. Ouais. Parce qu'un acteur vient avec des forces, des faiblesses, il vient avec un bagage, il vient avec une expérience. Et c'est comment, pour un directeur, une directrice, réalisateur, réalisatrice, metteur en scène, comment tu peux te servir de ce matériel-là pour arriver à donner vie? Ben d'ailleurs, je trouve qu'il y a une telle justesse dans ton écriture que moi, quand je te lis, non seulement tu scénarises, mais tu diriges aussi. Il y a quelque chose au niveau de la direction du jeu d'acteur. Ça, comme si tes collaboratrices, tes collaborateurs avec qui tu travaillais
était porté par ça. Il y a quelque chose dans l'écriture, moi, je trouve, qui est de cet ordre-là. Ben, écoute, ça me fait plaisir d'entendre ça. Là. Tu sais, je vais pas me tirer des fleurs, je le sais pas. C'est sûr que j'essaye de faire ça. Après ça, je suis prêt à donner une très grande partie du crédit aux personnes avec qui je travaille. Tu sais, dans la mesure où, en bout de ligne, je veux dire, je donne des directions sommaires, mais tu sais, c'est eux qui font la direction. C'est intéressant cette espèce d'analogie-là là, de réalisation puis de mise en scène. Puis c'est comme une question que je me pose souvent parce que justement, j'ai aussi un autre. Je pense aussi au cinéma, puis je pense souvent en termes cinématographiques, puis j'ai comme jamais réussi à résoudre. Est-ce que en tant que scénariste, il y a clairement des moments où j'ai l'impression de faire de la mise en scène, mais il y a aussi des moments où j'ai l'impression que justement, je suis un scénariste, je donne un scénariste à un réalisateur ou une réalisatrice, puis je dis à partir de maintenant, t'en fais le film que tu veux. T'sais. Je veux dire, la pitoune et la poutine, c'est pas moi qui ai eu l'idée. La meilleure idée du livre, c'est que ce soit un narrateur incarné, intradiégétique, puis que ce soit un castor. C'est pas mon idée à moi, ça. Je donne les premières pages à Xavier, puis Xavier, il me revient avec ça, puis tout d'un coup, genre, les pavés de narration que j'avais mis, un peu ronflant, c'est rendu un castor. OK, on va, tu sais... Puis le scénario était pas fini. Fait que, tu sais, genre, OK, ben à partir du moment maintenant, tu m'as donné ça, je vais jouer avec ça, moi aussi, tu sais. Il y a un dialogue. Ouais. Mais c'est pour ça que vraiment, comme je te dis, là, je suis pas prêt à prendre tant de crédit que ça. Tu sais, mais c'est sûr que, je veux dire, je pense que je crois à mes personnages en les écrivant, puis je les écris d'une certaine manière. Fait que, après ça, peut-être que, espérons-le, la personne qui reçoit ce scénario-là le sent, puis ça se transmet. En même temps, l'écriture, c'est la base. Au cinéma, au théâtre, si le texte est mauvais... c'est dur de faire quelque chose de... la scénographie, la dramaturgie autour, la direction photo peut essayer de pallier à ça. Alors qu'un... Ou de transcender ça d'une manière absolument brillante. Je veux dire, il y a plein de contre-exemples de ça, de gens qui prennent du matériel relativement médiocre puis qui en font quelque chose d'incroyable. Là, mais, je veux dire... mais la base, ça reste quand même le texte. C'est le matériau premier. Absolument. Est-ce que tu as déjà lu d'Emmanuel Guibert, son premier album qui s'appelle Brune? Non. C'est indigeste, c'est illisible. C'est illisible parce que c'est un dessin, là. Tu sais, les amateurs de vrais dessins. Oui. Ben là-dedans, ils sont... Écoute, c'est la mouche sur le mur, là. C'est trop détaillé. C'est tellement à ce point détaillé que l'œil... Oui, c'est plus où donner... On sait plus. Et Guibert s'est expurgé de ça pour ensuite faire coup sur coup des putains d'albums. Mais je pense qu'en donner trop... essayer de faire des albums où, tu sais, justement, il n'y a plus de place au lecteur aussi. Je veux dire, dans le sens où cette espèce d'obsession-là là, du dessin extrêmement chargé, extrêmement détaillé, puis tout ça, c'est comme... Je sais pas, moi, en tant que lecteur, moi aussi, là, à un moment donné, ça finit par je mime des choses en ce moment. C'est pas de la très bonne radio, je le sais, mais à la limite, je te dirais c'est pas du très bon mime non plus. Si non, j'ai vu des mimes meilleurs que ça. Mais oui, mais là, c'est parce que je suis assis. Ouais. Tout de suite, les excuses. Non, mais si tu veux qu'on... On va faire la version vidéo, tu vois. M'a mimé ça, cette entrevue-là. Mais oui, fait que... Non, mais bref. Ouais, mais je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais c'est sûr que c'est pas un dessin qui m'attire déjà, tu sais, personnellement, puis je pense que de toujours avoir comme une idée, tu sais, dans le manga, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, où, tu sais, de temps en temps, tu vas avoir comme une grosse page, là, où tu as du stock, là, puis c'est super détaillé, puis après ça, il y a des moments où, genre, il n'y a pas d'arrière-plan, là, puis là, tu sais, en quelque part, quand je parlais de rythme tantôt, ben c'est ça, tu sais, il y a comme des grosses planches, là, où, tu sais, tu t'arrêtes un moment, puis là, OK, ben je vais aller chercher ce qu'il y a à aller chercher là-dedans. Puis après ça, tu as des 3-4 pages de découpage où c'est juste comme du mouvement, des actions, tu sais, c'est sonore. Puis ces genres d'alternance de vitesse-là, je trouve ça super intéressant. Puis c'est quelque chose que je trouve qui va... Par exemple, avec Xavier, je trouve que ça va super bien, faire ça. Il faut dire aussi, et j'en ai pas parlé d'entrée de jeu, que, bon, plusieurs de tes albums
sont publiés aux éditions Power parce que tu fais partie, pas des meubles, mais tu fais partie de l'équipe. Ouais, un peu. Là. Ça dépend. Là. Je te dirais que là, je travaille surtout, j'aide dans les événements, puis je travaille beaucoup sur les traductions. C'est sûr qu'il y a des moments où Luc me propose des projets. Il y a des moments où j'arrive avec un projet en disant comme ça, je serais quand même intéressé. Mais tu sais, je fais partie des meubles, mais techniquement, je suis pas comme dans l'équipe de Pow Pow. Mais tu fais de la rédaction sur les troisièmes de couverture. Des fois, mais j'en fais moins qu'avant. Il y a eu un moment donné où c'était moi qui les faisais. Là, c'est plus moi qui est en charge de ça. Okay. Fois, ça fait partie des chapeaux que j'ai fini par en retirer. Ben justement, traduction. Parce que ça, c'est un autre monde, la traduction. Et Absolument. La traduction en bande dessinée en plus. Oui, c'est une planète en soi. Ben oui, parce qu'il faut tenir compte des phylactères, de l'espace, du rapport au dessin, du fait que dans la langue française, on le sait, c'est souvent beaucoup plus long qu'en anglais. C'est plus long, oui. Donc, comment t'es arrivé à la traduction? Parce que ta première traduction, c'est les longs cheveux roux. De Meggs, oui. Ouais. Sinon, en fait, avant ça, à l'époque, on avait fait une version en anglais de Pinkerton que j'avais un petit peu traduit avec Sophie Hano. Sophie Hano m'avait bien gros aidé là-dessus, mais ça avait été un genre d'exercice de... Puis après ça, j'avais fait la traduction anglaise des Cousines Vampires. Vampire Cousins, c'est moi qui ai fait de la traduction. Ça. OK. Puis, tu sais, normalement, tu fais pas ça, là, tu traduis dans ta langue natale, mais là, vu que c'était comme mon livre, je me sentais comme à l'aise, tu sais, j'étais comme, je ne serais pas à 100% fidèle à l'œuvre originale au besoin, mais justement, cette trahison-là, elle sera en fonction de ce que je veux. Ouais. Puis ça a été mon premier exercice de traduction. Après ça, oui, le premier que j'ai fait en tant que traducteur de quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est le livre de Meggs, Longs cheveux roux, que j'avais lu, je l'avais trouvé super intéressant. Meggs était à Montréal à l'époque, puis il n'y avait pas eu de version française de ce livre-là, puis j'étais comme... C'est un livre qui me semble vraiment... qui fitterait dans la ligne éditoriale de Pow Pow. Luc, tu serais-tu intéressé à... si je te propose de traduire ce livre-là, t'es-tu game de le faire? Puis il avait dit oui. Après ça, je suis plus 100% sûr de savoir si j'ai... Je sais que Longs cheveux roux est sorti avant Titan, mais ces deux-là, je les ai fait pas mal en même temps. T'as fait Titan de François. Ouais. Fait que... Mais donc, écoute, c'est impressionnant, là. T'as quand même 6-7 traduction derrière la cravate. Là. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Ouais, les deux tomes de Uptown. Uptown, ouais. Longs cheveux roux. La Mangouste. La Mangouste. Mourir pour la cause. Les contradictions de Sophie Hano. Puis là, je viens d'en terminer un autre là, qui va sortir cet automne. Oui, j'ai reçu ça par courriel d'ailleurs de Luc. Oui, donc, dans ta pratique... En quoi ton travail de traducteur, justement, qu'est-ce que ça a amené à ta pratique de scénariste? Tellement de choses. Je suis content que tu j'aurais pas été à l'aise. C'est compliqué de parler de traduction, puis je pense que c'est très technique, ça peut être un peu ennuyant, mais de le prendre de cet angle-là, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que tu passes, en tout cas moi, personnellement, je passe plus de temps sur un livre que je traduis que sur un livre que j'écris. T'sais. Genre, je crois beaucoup à mon premier draft. Là. Je me rends jusqu'à la fin de mon livre, je suis bien content, on fait des retouches, mais je suis pas du genre à retourner dedans constamment puis à aller resserrer les vis obsessivement. Quand tu fais de la traduction, t'as comme pas le choix de relire comme 10-15 fois le même livre, puis tu finis par voir plein de petits détails. Puis tu te mets beaucoup dans la peau de la personne qui a écrit ce livre-là à la base. Tu finis par un peu te poser des questions de comment cette personne-là... Cet exercice-là de vraiment se mettre à la place d'un autre auteur ou d'une autre autrice, ça te force à apprendre ses trucs à elle ou à lui. Ça te force à
à sortir de toi-même tout en écrivant. Tu sais, c'est vraiment un exercice particulier parce que tu veux pas exister. La traduction de Sophie, je suis vraiment content parce que quand on a reçu le livre il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai ouvert. Il y a tout le temps un moment où je suis super angoissé. Je suis comme peut-être que j'ai fait un travail horrible. Qui sait? Puis là, je l'ouvre puis je commence à lire des pages un peu au hasard. Puis j'avais pas l'impression que c'était moi. T'sais. J'avais l'impression que c'était la version française de Sophie Anno qui parle. Puis je dis pas ça, mais il y avait vraiment un truc où j'étais comme ça. J'aime la manière dont ça ne m'appartient pas, puis où j'ai réussi à ne plus exister pour faire exister l'autre personne. Puis ça aussi, c'est important en tant que scénariste, je pense. Dans une certaine mesure, je suis un scénariste qui aime quand même se mettre au... Là, comme je te dis, je travaille sur un livre avec Tom. Ce que je veux, c'est donner à Tom un terrain de jeu où je pense qu'il peut exceller. Mm-hmm. C'est un peu la même chose pour Xavier. C'est comme, tu sais, je pense que ça, c'est le livre de Xavier Cadieux que j'ai envie de lire, tu sais, en quelque part, là, que j'écris. Puis, tu sais, même chose, là, les cousines vampires, tu sais, j'étais comme... J'ai envie que ces personnages-là soient joués par les personnages de Caton. J'ai envie que Caton fasse un truc un peu plus ambiant. Il y avait comme des trucs, des jeux de lumière. Puis mais c'est ça. Là. J'écris beaucoup pour travailler avec quelqu'un d'autre. Puis je sais pas. Des fois, j'aime ça, mais même en tant que scénariste, il y a des moments où j'ai l'impression que c'est important de s'effacer un peu. Puis tu le fais encore plus en tant que traducteur. Ah oui, il y a des moments où tu prends des décisions en te disant, moi, je ne l'aurais pas fait de même, mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour que ce soit fidèle à l'œuvre originale. Puis après ça, il y a toute une question. On pourrait parler à l'infini de à quel moment il faut que tu prennes des décisions un petit peu plus personnelles puis que tu trahisses l'œuvre originale pour lui donner un souffle. Mais des fois, c'est comme tu le joues un peu neutre. Je ne l'écrirais pas personnellement comme ça, ce personnage-là, mais dans la version originale, c'est ça sa voix. On va lui donner cette voix-là, puis faut piler sur son orgueil puis sur son ego, puis c'est ça, puis c'est important. Quand j'ai lu ta traduction de La Mangouste, j'ai trouvé que tu avais fait un travail fabuleux, parce que cet album-là qui a une charge émotive. Oui, qui a un livre fantastique, fantastique. Mais on est tellement dans l'économie. Ouais. Parce qu'on est dans le non-dit. Ça a été un exercice très particulier, puis tu sais, excuse-moi, je t'ai interrompu dans ta phrase, là, mais oui, on est dans le non-dit, on est dans l'économie, on est dans même dans ce qui se joue entre les... Tu sais, c'est même plus ce qui se joue dans le dessin, c'est ce qui se joue dans les ellipses à l'intérieur d'une planche. Puis Johanna est géniale pour ça. Tu sais, la première chose que j'ai fait, waouh, il y a une intelligence dans ce découpage-là, puis une maîtrise, puis une subtilité. Tu sais, je trouve que c'est un livre fascinant. Puis, tu sais, des fois, en tant que lecteur, t'as pas toutes les informations dans ce livre-là, mais t'es pas non plus en tant que traducteur. Fait que, tu sais, faut quasiment que t'ailles remplir, tu sais, faut vraiment... Il y a un exercice assez particulier qui est de... Johanna, elle savait ce qu'elle retirait. Mm-hmm. Mais moi, en tant que traducteur, il y a des moments où il a fallu que je retourne vers elle pour lui poser des questions. Oui, c'est ça, exactement, oui. Mais aussi, avant, tu sais, je voulais pas la déranger à toutes les... Fait qu'il y a quand même un travail de... OK, faut que je remplisse ces ellipses-là, faut que je remplisse... Puis, c'est sûr qu'éventuellement, tu finis par y mettre un peu toi-même, parce que tu veux pas non plus... Il n'y a pas de réponse absolue à ça. Là. Mais oui, c'était un exercice vraiment intéressant, vraiment particulier. Puis c'est vrai que tout ce qui est dans les non-dits, puis dans les... c'est drôle, là, les drôles de tensions. Je trouve qu'il y a des scènes dans ce livre-là qui marchent tellement bien. Là, les scènes où la mère débarque chez elle pour essayer de l'aider, mais que sa manière de l'aider l'étouffe un peu, puis blablabla. Je trouve que c'est super sensible. Puis c'est un très beau livre. Alors... Est-ce que le fait, justement, que Pau ait ouvert sa pratique à des autrices, des auteurs étrangers, mais qui travaillent aussi en anglais avec Pau Press,
est-ce qu'à ce moment-là, c'est parce qu'en quelque part, Luc peut aussi s'appuyer beaucoup sur ton travail de traducteur? Parce que des bons traducteurs en bande dessinée, ça court pas les rues, là. Ben, écoute, t'en parleras avec Luc, là, je sais, j'imagine, il pourra te le dire, j'ai pas la réponse à ça, j'ai jamais dit, est-ce que tu comptes sur moi, Luc? J'ai jamais demandé ça, Après ça, moi, j'ai du fun à faire ça, je trouve que, comme je te dis, ça me nourrit en tant que scénariste, puis il y a un aspect c'est pas le même. Il y a des moments où je suis pas capable d'écrire mes propres affaires. Je suis un peu stallé, là, tu sais, là. Puis c'est pas le même exercice mental, là. C'est comme plus c'est un casse-tête. Tu sais, t'es en train de t'as comme un problème très clair, puis il faut que tu essayes de le résoudre versus partir de rien puis raconter une histoire puis avoir besoin de cette espèce d'élan d'inspiration là que tu sais moi, j'aime ça écrire quand j'ai du fun à écrire. Là. Quand tu sais, les trucs avec Xavier, là, tu sais, on les écrit, on est ensemble, tu sais, on est face à face à la table, puis on parle, puis on, tu sais, il y a des trucs qui se retrouvent pas dans le scénario parce que je lui ai mimé, puis parce que je lui ai fait des bruits avec ma bouche, tu sais, puis genre, tu sais, j'ai juste besoin de dire genre, puis il est comme, oh oui, puis tu sais, c'est comme, ha, puis c'est parfait, puis on a plus, tu sais. Est-ce que cette méthode de scénarisation-là passe partout? Non. Mais avec Xavier, ça marche super bien. Puis, tu sais, mais c'est un mindset. Il faut que tu sois là. Puis il y a des moments où tu n'as comme pas cette énergie-là. Puis là, tu t'installes devant un livre. Tu es comme, bon, ben je vais faire de la traduction. Puis tu sais, c'est quand même un travail que je trouve créatif. Ça me satisfait. Ça satisfait un peu mon envie de... Tu sais, puis j'ai beaucoup de... Je traduirais jamais un livre que j'aime pas. Je suis vraiment content de pouvoir aider ces livres-là à exister autrement. Tu sais, c'est pas mes livres, mais je les traduis avec beaucoup d'amour. Et tu te promènes dans des univers très différents, là. Tu sais, les mystères de Uptown, on est dans du Scooby-Doo, David Lynch. Alors que là, La Mangouste, on est dans un récit vraiment... intime, avec des enjeux. D'ailleurs, là, j'ai lu les contradictions, ta plus récente traduction qui vient de paraître là, de Sophie Hano. J'ai l'impression que La Mangouste t'a préparé à cette traduction-là. C'est deux livres qui étaient très... C'est sûr que ça a été... c'est deux livres qui ont des atomes crochus en termes de le sens de l'économie chez Sophie puis chez Johanna. Ils fonctionnent pas exactement de la même manière, mais il y a des similitudes. Oui, il y a une parenté, c'est sûr que moi, la guerre des rues et des maisons, c'est un livre que j'avais vraiment adoré à l'époque. Fait que j'avais toujours... Il y a des trucs d'écriture de Sophie Hano qui se retrouvaient dans ce livre-là que tout de suite... J'étais à l'aise parce que j'étais comme c'est comme ça qu'elle fonctionne. Qui l'avait traduit, ça, La guerre des rues? Je pense que c'est Vincent Giard. Ok, c'est ça. Ok. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ouais, La mauvaise tête, ouais. C'était peut-être avec David. Je sais pas. Ok. Pas, honnêtement. Mais donc, les contradictions de Sophie Hano, Sophie que tu as connue, que tu as côtoyée à la maison de la bande dessinée à l'époque. Ouais, sur ça. La rue. Je pense qu'elle est restée à Montréal pendant 2 ans à peu près. 2012-2013, là, justement, là, pendant les années de la grève étudiante puis tout ça. Là, fait que c'était quelque chose. Là, elle en a tiré beaucoup, là, mais ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, j'avais toujours, elle a retourné aux États-Unis, c'était resté, on est resté amis, puis quand j'ai vu ce livre-là sortir chez Drown & Quarterly, j'ai tout de suite fait comme, ok, j'aimerais ça le traduire. J'en ai parlé à Luc, qui était intéressé, mais c'était comme pas tout de suite. Peut-être que c'était pas le timing idéal. Là. En plus de ça, ce livre-là, il y a eu le malheur de sortir en anglais pile poil pendant la pandémie. Ouais. Fait qu'il a un peu passé à la trappe. Fait que, à la limite, je suis comme content qu'on ait attendu un peu, puis qu'il ait comme un peu sa deuxième vie maintenant, parce que je trouve que c'est un livre dont les thématiques sont universelles, intemporelles, puis en même temps très personnelles. Puis j'aime beaucoup ce livre-là. Mais oui, c'est intéressant que tu dresses un parallèle entre ces deux livres-là, parce que c'est vrai qu'ils ont un rapport quand même connexe au médium de la bande dessinée, puis à l'écriture. Parce qu'encore une fois, dans les contradictions,
on est dans le premier récit de surface, mais on est aussi beaucoup dans... Et puis au niveau du découpage, il y a tout ce second récit qui nous rentre dedans, qui se faufile. Et tout le rapport au militantisme. Tu sais, la guerre des rues et des maisons, on est pendant le printemps érable. Là, les contradictions, on est... Sophie, il y a un peu de temps qui s'est passé. Donc là... Mais c'est une histoire qu'elle a vécue avant, en fait. C'est sa jeunesse, elle. Oui, mais dans sa manière de raconter, dans son rapport au questionnement. Le questionnement de son rapport au militantisme. Absolument. Et à quel point, quand on vieillit, c'est dur de rester... Est-ce que c'est une question d'intégrité? Est-ce que c'est une question de remise à niveau à notre rapport au militantisme? Mais ce livre-là, moi, je l'ai lu, puis j'ai beaucoup réfléchi après à... évidemment, j'ai fait une petite introspection. Je me suis dit, est-ce que j'ai tout... Est-ce que j'ai tout largué? Suis-je devenu le vieux crouton que je souhaitais à tout prix ne pas devenir? Oui, c'est sûr. Puis ce livre-là est intéressant parce que c'est des petits détails, c'est des petites hypocrisies, c'est des petits mensonges qu'on se raconte à soi-même. Puis c'est un livre intéressant à traduire aussi parce que en quelque part, le dialogue est souvent très simple. Tu sais, faut que tu penses au décalage puis aux tensions qu'il y a entre le dessin puis le texte. Puis ça, c'est quelque chose, à la limite, que j'ai beaucoup appris dans Mourir pour la cause. Tu sais, Mourir pour la cause de Chris Oliveros, c'est un livre où il y a souvent des gens qui vont dire des choses, puis au dessin, on sent bien que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, ou que, tu sais, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que cette suite de livres-là, de traductions-là, je l'avais jamais mis en lien comme ça, mais c'est vrai qu'il y a plein d'atomes crochus, parce qu'il y a ça dans le livre de Chris, il y a la manière dont tous ces gens-là se mentent un peu, puis ils se racontent des histoires, puis construisent déjà leur mythologie, puis tu sais, dans le livre de Chris, c'est vertigineux, parce qu'en plus de ça, tu as le dispositif du documentaire, tu sais, qui fait que les gens sont déjà en train de se raconter. Puis, tu sais, c'est un exercice particulier, parce que des fois, tu sais, en tant que traducteur, tu sais, t'es comme, est-ce que j'ai pas compris quelque chose? Tu sais, tu vois comme une genre... tu spots un de ces décalages-là, il faut que tu aies l'intelligence nécessaire pour faire comme c'est voulu. Puis c'est pas moi qui est en train de faire une erreur ou de, non, il y a vraiment ce décalage-là. Ce décalage-là existe entre le texte puis l'image, puis même entre les différentes versions des faits. Là, c'est comme un peu... il fonctionne quand même un peu sur l'effet Rashomon, là, ce livre-là. Là. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a le ressenti, il y a le matériau de base historique, il y a les faits. Il y a cette idée aussi que c'est la crise d'octobre et en fait ce qui a mené, ce qui a construit, mais de la perspective d'un anglophone montréalais. Absolument. C'est un livre fabuleux, mais qui doit avoir représenté une charge de travail énorme au niveau de la traduction. Puis là, je parle même pas du dossier à la fin d'album. Ouais, je t'avoue que ça, c'est... Tu sais, quand j'ai fini de traduire la bande dessinée en tant que telle, j'étais comme, bon, la job est faite, alright, il me reste juste les notes, puis j'ai comme fait les 2-3 premières pages de notes, puis j'ai fait comme, ah shit, il me reste les notes, hein. Puis, ah shit, il me reste les notes, c'était beaucoup de travail, là, puis tu sais, Mais oui, ça a clairement été le projet de traduction le plus exigeant que j'ai fait. Après ça, l'affaire des hommes disparus, c'était quand même pas mal difficile, parce que ça, c'est un autre type de casse-tête, mais c'est... les enquêtes puis les trucs qui sont construits autour d'indices puis des fois il y a des drôles de petites affaires qui fonctionnent pas super bien à la traduction. Il aurait quasiment fallu que tu sais, pour vraiment tout traduire, il aurait fallu quasiment que je réécrive des indices. Puis on a comme trouvé une sortie un peu je pense pas qu'elle est mauvaise, mais elle nous a clairement simplifié la vie, qui est ce livre-là se passe quand même en Nouvelle-Écosse. Ouais. Donc, on va quand même prendre pour acquis qu'il y a des choses en anglais, tu sais, qu'il y a des affaires qui ont des noms en anglais, puis que, tu sais, il y a certaines informations qui vont rester en anglais, tu sais.
Mais il y a eu 2-3 moments où j'étais comme... J'ai essayé de traduire des affaires, puis au bout de genre 6 jours, j'étais comme, je ne serai jamais capable. Tu sais, si j'essaye de le traduire, je trouverai pas de solution satisfaisante. Ça va toujours avoir l'air d'un genre de raccourci ou de... En tout cas, est-ce que la tentation, dans certains écueils là, auxquels tu fais face comme traducteur, est-ce que parfois il y a la tentation de dire, hey, est-ce que cette séquence-là mériterait qu'elle soit redessinée ou qu'elle soit réaménagée pour les besoins de la traduction? Je te pose la question parce que Philippe Girard l'a vécu avec Leonard Cohen. Okay. Quand on prend l'album chez Casterman en français et qu'on prend l'album traduit et publié chez Drone & Quarterly, il y a une séquence. Il y a 2 séquences qui ont été redessinées. Et il y en a une, c'est une question de sensibilité culturelle. Okay. Et c'est une séquence où Leonard Cohen est au lit avec une femme afro-descendante. Okay. Chez Drone & Quarterly, cette séquence-là a été changée. Okay. Et Philippe a dû redessiner une planche ou 2. Okay. Là, c'est pour des dans ce cas-ci, c'est une question de sensibilité culturelle. Est-ce que... Ben, bon, évidemment, ça implique des frais, là. Parce que là, on demande au BDiste ou à la BDiste de redessiner un passage. Moi, j'ai jamais eu... je dis ça... Dans Longs cheveux roux, il y a des pages complètes où le texte était très intégré au dessin. Mm-hmm. Ça a demandé beaucoup de travail à Megs parce que elle a quand même fait. Elle a quand même redessiné du texte qui était intégré à un dessin. Puis là, c'est une question de. Justement, là, elle lisait des livres, puis on voyait la page, puis on lisait sur la page. Puis le dessin était tellement. Ça faisait tellement partie de l'expérience, tu voudrais pas qu'il y ait comme une typo mécanique. Genre. Ça aurait été laid, ça aurait été affreux. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr que il y a des moments où tu es comme bon, mais est-ce qu'on a ces moyens-là? Parce que ce serait le fun que ce soit traduit jusque-là. Après ça, non, j'ai juste travaillé avec Luc. Luc, il est bien bon pour voir les endroits où, mettons, on peut peut-être grossir un peu un phylactère, parce que dans le fond, il y a quand même de l'espace vide dans un dessin. Ouais. On peut gagner sur ça. Puis peut-être que tu es capable de rentrer les 3 ou 4 mots. Le travail de réaménagement. Ouais. Le travail de réaménagement, ça, il y a des questions à se poser tout le temps là-dessus. Ça, c'est sûr. Puis c'est le fun d'avoir un peu de jeu. Après ça, il faut aussi accepter que des fois, il y a des détails qui vont peut-être sauter dans ta traduction parce que c'est une langue un peu moins efficace que l'anglais, puis c'est ça qui est ça. Et c'est encore plus vrai, je pense, en comédie. Moi, d'expérience, quand je travaillais comme acteur en voix, en publicité, on avait le concept en anglais qui faisait, OK, un spot, c'est 30 secondes. Donc, c'est à peu près un 20 secondes de jeu, 22 secondes, puis après, tu as la signature, tu as la présentation du produit, tout ça. Et ce qui est formidable, c'est que quand tu arrives en studio, tu écoutes la version anglaise, puis les acteurs ont le temps de jouer, puis c'est formidable. Puis là, tu arrives au micro, puis tu as le texte, et tu le sais que c'est impossible. Alors là, tu prends une grande respiration, puis pendant 22 secondes, tu vomis le texte. Et donc, après, c'est comment tu réussis à trouver ta latitude à l'intérieur de ça, en faisant des deuils, en te disant, ben, je pourrais pas jouer cette situation-là de cette manière-là, parce que là, j'ai des mots. Et en plus, je suis en train de vendre un... Puis au final, on s'en fout de la situation. Tout ça est un prétexte à vendre un produit, en plus. Mais chez vous, moi, quand je te lis dans tes traductions, j'ai pas l'impression qu'il y a des deuils ou qu'il y a des... J'ai l'impression que tu... que tu épouses ce matériel-là, puis que tu te laisses porter par ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant de te lire en traduction, parce qu'après, quand on tombe dans une création de toi... comme par exemple là, la non-suite à la pitoune et la poutine, là, je sais que ça va être très, très fromagé, que ça va être très, très ouvert. Donc, il y a ce travail-là aussi de retenue d'un côté, et de l'autre côté, de OK, on ouvre les valves, on s'amuse. Comme traducteur, je te sais lecteur de comics américains, mais je sais que le Golden Age ou le Silver Age, c'est des périodes où, en tout cas, je sais qui m'intéressent. Qui t'intéressent. Est-ce que, dans un projet fou, là, est-ce que de traduire, de revisiter ce matériel-là,
dans une perspective de traduction, puis peut-être même de deuxième degré. Là, faire du détournement. Ouais, ça pourrait être le fun. Ben, tu sais, c'est pas comme un projet. Tu sais, quelqu'un arriverait en me disant comme voici énormément d'argent pour faire ça, ça te tente-tu? Je fais comme hey, let's go. Après ça, je passe pas mon temps à me dire hey, je ferais ça, là, ça serait la meilleure. Tu sais, mais en fait, ce que je te dirais par contre, c'est que quand je lis ces affaires-là, il y a quelque chose dans le petit côté empoulé de cette écriture-là, il m'amuse quand même beaucoup. Puis c'est quelque chose que je peux vouloir aller chercher. Puis il y a un truc où je trouve que dans le vieux comic book américain, c'est très anything goes. Là, t'es comme... Il fallait qu'ils produisent la bande dessinée. Là, puis ils sont comme hey, qu'est-ce que je raconte cette semaine? Puis ça se peut que ce soit pas particulièrement inspiré ou que ce soit pas particulièrement cohérent. Puis il y a quelque chose dans cette espèce de folie créative-là que je trouve super intéressant. C'est pour un produit industriel, je trouve que c'est très peu normatif. Là, il y a un truc où, oui, il y a des codes de narration, il y a un fonctionnement, il y a un format fixe, mais après ça, des fois, tu lis ça et t'es comme, hey, c'est quand même bizarre que j'ai comme un très long épisode sur le cheval de Supergirl. T'sais. Puis là, t'es comme... OK, cool. T'sais, genre, cette semaine-là, il y a quelqu'un qui a fait comme... Bon, ben, mais c'est des contraintes du feuilleton. C'est à un moment donné, le lendemain matin, tu te lèves et tu te dis, OK, je fais quoi aujourd'hui? Exact. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour cette espèce de travail sous pression. Tu sais, cette espèce de grind de peu importe que tu veuilles ou pas, tu vas en faire de la bande dessinée. Tu sais, je voudrais pas vivre dans ces conditions-là. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de nourrissant dans cette espèce de coûte que coûte, faut qu'il y ait quelque chose qui sorte, fait qu'on va sortir de quoi, tu sais. Puis moi puis Xavier, des fois, on en parle, on est comme si on faisait une série, tu sais, puis qu'on était comme OK, il faut qu'on en sorte un par année, là, tu sais, puis là, tu sais, qu'on serait comme OK, ben let's go, tu sais, puis tu t'en fais pas trop avec celui-là, tu sais, au pire tu repatcheras au prochain. Puis tu sais, cette écriture-là qui est comme imparfaite, puis qui est nourrie par l'espèce de pression. Oui, d'urgence. D'urgence. Ouais. Je trouve ça intéressant. Parce qu'il n'y a pas place à la page blanche, là, on s'entend. Non. C'est le matin, le premier café est pris, puis on se lance. Il n'y a pas de questions qui se posent. D'ailleurs, c'est drôle parce que je lisais... je lis le magazine Curium, puis évidemment, Xavier a repris les illustrations des autres. Oui. d'Iris, Francis Dernay là depuis longtemps. Et je peux pas m'empêcher, moi, de rêver à un vrai retour du magazine Crow. Tu sais, il y a eu 3 numéros en dedans d'un an et demi qui sont parus, mais... Et j'en parlais avec Hélène Fleury à l'époque, puis je lui disais, là, si tu fais de la création, faut que t'aies Alexandre Fontaine-Rousseau, faut que t'aies Xavier Cadieux, faut que t'aies Francis Desharnais, faut que t'aies du Samuel Quentin. Il faut que cette nouvelle génération-là, par rapport à ce que... par rapport à Crow des années 90. De dire, comme Jean-Paul Hyde a fait, comme Réal Godbout, Pierre Fournier, Jules Prudhomme, etc., de dire, OK, lancez-vous dans la piscine, puis faites-moi 4 pages par mois, puis après ça, on va en tirer un album, puis go, go, go. Je peux pas m'empêcher, moi, quand je te lis, entre autres, de me dire, ça serait cool. Ben, c'est un drôle de... Tu sais, je suis pas nostalgique de ces méthodes-là. Là. Après ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que ces auteurs-là sont devenus ce qu'ils sont devenus à travers un peu ces méthodes-là. J'aimerais ça une revue, là, surtout la stabilité financière que ça impliquerait. Mais c'est toute une question de est-ce que tu peux faire de ça une job? Puis moi, je t'avoue qu'en tant que créateur, c'est quand même une des questions que je me pose souvent puis que je trouve rochante. T'es quand même souvent en train de courir les contrats à gauche puis à droite pour peut-être te donner la latitude nécessaire pour pouvoir aussi écrire. Ce qui est puis c'est une passion, là, mais je le vois aussi comme une job. Mais c'est comme une job. C'est une job que je fais dans mes temps libres. Quand même, il y a personne qui m'a jamais dit. J'ai jamais eu de subvention, de bourse ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu un moment où j'étais comme je peux vraiment ne faire que ça puis pas m'en faire avec l'argent. Puis c'est sûr que dans ce modèle-là, ce que je trouve le plus libérateur puis le plus intéressant, c'est l'idée de justement de te dire je vais être payé régulièrement pour faire de la bande dessinée, puis éventuellement ça va aussi donner quelque chose
d'un peu plus... Il y a quelque chose de très beau là-dedans, là, dans ce modèle-là, des vieux magazines. T'sais. Après ça, c'est peut-être plus possible. Je veux dire, il y a plein de raisons industrielles puis économiques ben non, qui font que c'est plus vraiment possible. Puis je vais jouer, c'est comme à n'importe quel jeu de cartes, là, tu vas jouer avec la main qu'on t'a donnée. Là, puis je veux dire, je vais pas passer mon temps à regarder la main qu'on m'a donnée en me disant comme Chris, si j'avais cette autre main-là, peut-être que ce serait différent. Je vais dealer avec ce que la vie m'a donné. T'sais. Oh non, mais ça, c'est... Oui, puis c'est la plus grande contrainte, puis en même temps, c'est ça qui génère... C'est ça qui sous-tend la création. C'est de se dire, bon, ben, voici mes paramètres, puis construisons... Prenons de l'expansion de l'intérieur. Oui, puis tu sais, la contrainte, c'est super nourrissant, là, tu sais. Je pense à... Tu sais, ce que je trouve fantastique du fait de faire partie de la grande famille Pow, là, tu sais, là, c'est de côtoyer plein de gens, tu sais, puis je veux dire, je regarde Sviane aller, tu sais, c'est le genre de personne qui va se donner des contraintes hyper chiantes, tu sais, puis c'est pas de même que je ne carbure pas à ce point-là à la contrainte, mais de la voir aller, puis tu sais, elle se lance, puis elle dit qu'elle va faire football fantasy sans faire de crayonné, tu sais, puis là, tu sais... éventuellement, puis ça avance-tu bien ton livre pas de crayonné, puis on dirait que peut-être que l'idée de le faire sans crayonné, c'était un peu ambitieux, puis c'était peut-être pas la meilleure idée qu'elle avait eue, mais en tout cas, ça lui a donné comme ben c'est ça, tout ça, le rapport à la contrainte, je le vois dans le travail justement de gens comme Sviane, puis la traduction, c'est un peu ça, là, tu travailles, il y a une contrainte très claire, là, qui est l'album qui existe déjà, mais à l'intérieur de ça, il y a un travail créatif, puis même, je veux dire, tu travailles avec je veux dire, en fait, c'est drôle parce que la conquête du cosmos puis les premiers aviateurs, c'est des albums de contraintes. Oui. C'est tout de suite ça que j'ai trouvé intéressant en lisant La Guerre. C'est un livre. Les premiers aviateurs, c'est un livre que j'ai eu envie de faire après avoir lu La Guerre des Arts. Je me suis dit, ça a l'air quand même vraiment le fun de faire un livre à partir des contraintes que Francis s'est données. Et peut-être que c'est là, en fait, que ton travail de traducteur a commencé. Je m'explique, c'est que quand on lit La Guerre des Arts, puis qu'on lit Les Premiers Aviateurs, puis moi, je l'avais fait l'exercice en lecture publique, c'est que j'avais... Oui, relié les deux. J'avais relié les deux. Alors que dans les faits, La Guerre des Arts, c'est Francis seul. C'est du pur Francis. C'est du pur Francis. Alors, c'est comme si, vraiment, tu t'étais prêté à l'exercice de traduction, en quelque part, parce que c'est d'entrer dans un univers... Et d'en embrasser tous les codes et d'y donner du tien sans pour autant... Tu sais, pour moi, La Guerre des Arts, à la limite, quand on le relit, après avoir lu Les Premiers Aviateurs, on peut se dire « Ah ouais, ok, donc c'est les gars. » Mais il y a des gens qui disent ça dans des événements, il y a du monde. Puis j'ai vraiment aimé La Guerre des Arts, comme ça, c'est Francis. Tu sais, genre comme... Mais oui, il y a des gens qui c'est une trilogie, là, puis il y a pas de... Puis je suis comme, non, mais La Guerre des Arts, c'est du pur français. Mais c'est une trilogie. Mais je comprends, puis je veux dire, c'est pas sorti de nulle part. Tu sais, mon élan, j'ai rebondi sur ce que Francis avait fait, là, dans une certaine mesure, là, je prends pas... Tu sais, je prends pas tout le crédit pour le... Tu sais, même si c'est moi qui ai écrit le texte, j'ai pas juste rebondi sur le dispositif formel, j'ai aussi rebondi sur le ton du livre. T'sais. Mais tout à fait, c'est pour ça que je fais l'analogie avec la traduction. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'était bien bon, La Guerre des Arts, bravo. Mais merci. Ça a été c'est le fun de travailler avec Francis sur ce livre-là. Mais je comprends l'idée de la trilogie. Puis c'est vrai que, en même temps, c'est formidable parce que cette frontière-là, dans la tête de plusieurs lecteurs, lectrices, elle n'existe pas. Donc, pour moi, c'est l'ultime compliment, je pense. C'est l'ultime signal de la réussite. Mais tu sais, Francis avait un peu fait la même chose avec les Motels Galactiques, dans la mesure où, tu sais, en quelque part, Francis, quand il fait Motel Galactique, c'est Francis qui, comme j'aimerais ça lire plus de Pierre Bouchard, puis qui fait du Pierre Bouchard, tu sais. Fait que je pense que tout de suite, on s'est comme compris sur, tu sais, cette espèce de manière de scénariser là, qui est comme, j'ai lu ce que tu avais fait, j'aimerais ça
en avoir plus. Je pense même que je suis capable d'en faire plus si tu me donnes la permission. Tu sais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses? Parce que là, évidemment, au niveau de la bande dessinée, tu mènes de front maintenant, je pense, 2 activités, soit la traduction et la scénarisation. As-tu des envies? Ben, je veux juste faire mes livres. J'adore faire mes livres. J'adore faire de la traduction aussi. Tu m'en demandes beaucoup. J'ai envie de faire... J'ai l'impression que chaque piste que j'explore, c'est comme une manière d'aller ailleurs. Puis j'adore travailler avec du nouveau monde parce que j'ai l'impression d'aller ailleurs puis de découvrir d'autres choses puis de pouvoir comme essayer une nouvelle voie. Puis je suis quand même bien heureux de... J'aimerais juste avoir honnêtement plus de... J'aimerais avoir le temps de me consacrer entièrement à ça. Là, en ce moment, je viens de finir le scénario du livre avec Xavier. J'ai tout de suite embrayé sur le scénario du livre avec Tom. Puis j'ai fait comme 3 traductions dans un laps de temps assez court. Oui, quand même, c'est assez intense. Puis j'aime ça. J'aime ce travail-là. J'aimerais... Je trouve collectivement, en tant que société, il va falloir qu'on se pose des questions parce que je pense que je travaille beaucoup, puis je regarde la somme de travail que je fais, puis je me dis, quand même, je ne fais pas tant d'argent que ça en faisant ça. Et ce temps-là, cet argent, en tout cas, toute cette question-là du temps et de l'argent du créateur, là, c'est stressant parce que je pense qu'il y a, je pourrais partir dans, si tu veux, épisode 2, là, puis là, c'est comme la société, là, mais il y a vraiment un truc où, genre, j'ai l'impression que c'est pas valorisé, j'ai l'impression que, comme des gouvernements d'ignorent qui ont juste hâte qu'on arrête de faire nos hosties de niaiseries, puis qui coupent lentement, mais sûrement, puis c'est ça, puis c'est ça, on s'en va pas dans la bonne direction, Fait que, tout ça, ça me stresse énormément, puis au contraire, j'aimerais ça... au fur et à mesure que le temps passe, pouvoir juste comme me poser là-dedans, puis être comme un peu plus relax, puis juste pouvoir me consacrer à ça. Ça, je t'avoue que j'aimerais ça. Ben, on te le souhaite, parce que c'est vrai que ça use. Mais c'est ça, ça use. Mais puis je veux pas... J'ai ça, là, ça sonne comme si j'étais amer ou quoi que ce soit. Je le suis pas. Non. Je suis vraiment content. C'est juste que... Non, c'est un questionnement qui est légitime, mais Alexandre. c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose, là, Parce qu'en débutant l'entrevue, c'est ce que je disais, je veux dire, on regarde ta feuille de route, il y a beaucoup de travail derrière ça. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est bien. Puis bon, tu sais, la visibilité, c'est pas ça qui paye. Puis la reconnaissance, puis les tapes sur les épaules, c'est pas ça qui paye l'hypothèque ou c'est pas ça qui paye le loyer à un moment donné aussi. Oui. Puis c'est cette idée aussi de... Ça fait des années que tu fais ce travail-là. Donc là, je veux dire, à un moment donné, tu parfais ton art aussi. Et la moindre des choses... Et quand on regarde dans les entreprises privées, je veux dire, les gens montent les échelons. Autant salarial qu'au niveau du travail. Et c'est vrai qu'en création, on est toujours en train de penser en fonction du prochain truc. Il faut toujours avoir 2-3 coups d'avance. En fait, c'est ça. Puis c'est cette dynamique de survie là, qui est un peu épuisante. Puis qui en même temps, je peux pas dire... Je suis même prêt à reconnaître que, il y a du bon là-dedans, là, dans la mesure où, je veux dire, la traduction, j'ai un peu fait ça parce que j'étais comme ça... C'est une job payante, ça va être le fun, puis je pense que je suis capable de le faire. Puis ça m'a apporté énormément, puis peut-être que j'aurais pas... Mais tu sais, c'est juste que, à un moment donné, on peut pas prendre la totalité de nos décisions en raison de la précarité. Dans la vie, là, ça devient un peu rushant. Ouais. Puis ça use. C'est ça. Mais c'est ça. Mais je suis pas usé, puis j'ai bien du... Tu sais, là, comme je te dis, là, j'ai commencé... Tu sais... Là, Xavier m'a livré le découpage des Canaux de Satan, puis j'avais l'impression de redécouvrir ce livre-là. J'étais bien excité. Je suis content de travailler avec Tom. J'espère refaire des livres avec tout ce monde-là. Puis comme je te dis, j'espère faire des livres avec du monde avec qui j'ai jamais pensé. Même si je ne pouvais pas répondre à cette question-là. Ouais. J'ai envie de travailler avec d'autres mondes. Puis ça va. Et moi, là, j'aimerais ça lire un livre d'Alexandre Fontaine-Rousseau en collaboration avec Jimmy Beaulieu.
Ouais, on en avait parlé pendant un bout de temps. Ça aurait été le fun, ça. Ça aurait été le fun. Il faudrait que je... Écoute. Parce que de cette rencontre-là, de deux univers complètement différents, forcément naîtrait quelque chose de propre à lui-même, d'atypique. Oui, ben, on en avait parlé, puis on avait... Je pense qu'il y avait comme une piste intéressante, puis... Écoute, je relancerai Jimmy là-dessus, mais là, tu sais, j'ai comme aussi 5000 projets. Puis, tu sais, je fais aussi des essais. J'aimerais ça en refaire aussi. Tu sais, ça aussi, c'est comme un genre de... J'ai comme 3-4 idées que je trouve pas mal intéressantes, puis j'aimerais ça pouvoir creuser ça. Puis... Te mettrais-tu à l'essai sur la bande dessinée? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, ça? Oui. Ben... Parce que tu écris beaucoup sur le cinéma. D'ailleurs, tu as une superbe plume. Tu sais, David Turgeon avait... Oui, David, brillamment. En fait, j'aurais l'impression de... Après David, le déluge là, sur la bande dessinée, là, c'est comme un peu... Non, mais dans la mesure où... Ce que David a fait aussi, tu sais... Lire David sur des trucs comme Machereau, tu sais, je lis ça, puis je suis comme, hey, c'est un peu ça que j'aurais aimé faire, tu sais. Mais oui, je pense que... Puis je trouve que la bande dessinée, c'est, tu sais, un autre épisode complet qu'on pourrait faire, tu sais, c'est sur la manière dont on parle de bande dessinée, oh, tu sais. Mon Dieu. Il y a d'un côté, il y a des trucs très académiques, analytiques, tu sais, un peu hermétiques, qui peuvent donner des choses intéressantes, mais qui peuvent aussi... s'adresser très spécifiquement aux gens qui étudient la bande dessinée de cet angle-là. Après ça, je trouve que dans les médias généralistes, il y a une tendance dans la manière de parler de la bande dessinée à en parler presque comme si c'était de la littérature. Tu sais, tu pourrais quasiment enlever le dessin. Puis, tu sais, c'est comme si les gens ils lisaient le texte, là, puis ça suffisait à soi-même. Puis, tu sais, c'est quelque chose, tu sais, les premiers livres de Tom, ça a été très long avant que Tom, tu sais, je trouve que là, Botanica Drama, c'est un livre qui a comme réussi à attirer plus d'attention, mais, tu sais, il est arrivé, puis 7, puis après ça, Casa Rodeo, tu sais, c'était hyper maîtrisé, tu sais, puis il n'y avait pas de couverture médiatique sur ces livres-là, puis, ou très peu, puis je pense que c'est parce que, justement, il y a quand même beaucoup de gens qui... Leur principal repère pour parler de bande dessinée, c'était le texte, puis là, c'était pas là. Puis là, tu sais, ils allaient pas du jour au lendemain réinventer leur manière de parler de bande dessinée. Mais il y a toute une éducation à faire. Absolument, aussi. Absolument. Oui, il y a toute une éducation à faire. Il y a beaucoup de chroniqueurs, / journalistes, qui sont dans des salles de presse parachutés sur des sujets. Oui. Puis on peut pas leur en vouloir dans c'est une job, puis tu te fais donner ce contrat-là, puis je veux dire, je respecte entièrement le fait que tu vas le... Mais c'est ça, là, c'est... J'aimerais ça qu'il y ait comme du... Ben, toi, t'es tu te spécialises dans la bande dessinée. T'sais, j'aimerais juste ça qu'il y ait plus de gens qui sont comme, je suis spécialisé en bande dessinée, j'ai cette latitude-là pour en parler. Puis en cinéma, on est très chanceux là, dans la mesure où il y a beaucoup de critiques de cinéma qui se consacrent à cet art-là. En bande dessinée, on n'en a pas vraiment. Puis ça, je sais pas c'est quoi que ça prend là, pour ça. Ben, ça prend, en fait, moi je vais te le dire ce que ça prend. Ça prend plus d'éducation, ça prend plus de lectrices-lecteurs. Là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en 2024, là, depuis, mettons, je te dirais les 5, 7, 10 dernières années, on va le voir dans 20 ans, c'est que là, maintenant, la bande dessinée est intégrée dans les écoles. Ouais. Alors là, il y a toute cette génération-là qui, oui, lisent du manga, évidemment, mais qui lisent autre chose. Moi, je vois des livres de la pastèque, je vois des livres de Pampard dans les cursus, et ça, c'est très encourageant. Malheureusement, c'est du moyen et du long terme. Mais, tu sais, je veux dire, moi, à l'école, ça n'existait pas, ça, la bande dessinée à l'école. Il n'y en avait pas. Donc, il y a tout ce travail-là. Moi, je pourrais te dire, moi, je viens pas du milieu journalistique. Moi, c'est un accident de parcours que je chronique la bande dessinée. Donc, moi, j'ai pas les outils d'un journaliste. Il a fallu que je me construise un peu tout seul dans mon bar. La seule chose que j'ai, surtout au Journal de Montréal, mais aussi au libraire, c'est que j'ai une pleine latitude. Moi, ils me disent, fais tes affaires, livre tes textes à temps, dans un français acceptable, puis on va te publier. T'sais. Donc, en même temps, j'ai cette latitude-là que peut-être quelqu'un à la presse n'a pas. Moi, quand je lis Alexandre Vigneault, des fois, je me dis, bon, ben là, comment ça fonctionne à la presse? C'est, OK, on a tant d'espace, fais-moi quelque chose. Ouais.
Puis là, ben, Vigneault, il se revient de bord, puis fait, OK, ben là, je vais demander des services de presse, puis je vais... Mais c'est intéressant que tu parles d'éducation, puis mais je pense qu'on n'a même pas besoin de s'arrêter à la prochaine génération de lecteurs puis de lectrices, tu sais, je veux dire, depuis les 10 dernières années, c'est aussi, je veux dire, on le voit, là, les gens, tu sais, je fais quand même beaucoup d'événements là, à la table de Pow Pow, tu sais, je l'ai vu, là, l'évolution des lectrices puis des lecteurs au Québec, là, tu sais, c'est passé de la bande dessinée québécoise, puis de la bande dessinée pour adultes, à, tu sais, comme des gens qui savent ce que c'est, puis qui, tu sais, qui osent prendre des chances aussi, tu sais, puis je veux dire, je pense que, mettons, par exemple, juste un livre comme La Mangouste, le fait que ce soit publié chez Pow Pow, tu sais, c'est un livre dont le langage, sur le plan, tu sais, formel, sur le est quand même, j'ai envie de dire, avancé, là, tu sais, il y a des tu sais, puis je pense qu'il y a des gens qui auraient pas lu ce livre-là si ça n'avait pas été publié par Pow Pow, puis qui vont y trouver des choses, puis qui après ça vont avoir, tu sais, comme un peu plus de, tu sais, ça se construit lentement mais sûrement. Oui, mais ça c'est un travail de cohérence éditorialistique aussi. C'est-à-dire que Pow Pow, il y a un travail au niveau du catalogue, il y a une cohérence. Et quand je parle d'éducation, je parle d'éducation aussi du côté éditorial. Tu sais, les éditeurs ont aussi leur part à faire. Tout le monde dans cette chaîne du livre-là a son travail à faire au niveau de l'éducation. Oui, absolument. Et bon, ben, ça prend du temps. Tu sais, Pow Pow, ça fait presque 15 ans maintenant. Donc, ça se construit lentement, mais sûrement. Mais c'est vrai que, oui, je pense qu'il y a un travail d'éducation encore à faire. Puis moi, je me fais encore dire « Ah, t'écris ces petits bonhommes. » Oui, mais c'est sûr, il va toujours y avoir du monde qui dit ça. Mais je veux dire, faut... Hé, t'écris les affaires jeunesse. Non. En même temps, au Journal de Montréal, non seulement ça, mais j'ai une collègue qui couvre le jeunesse. Alors moi, je vais pas aller jouer dans sa plate-bande, tu comprends? Mais oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense aussi que... Mais ça a évolué. Ça c'est sûr. A clairement évolué. Ça a évolué. Puis il y a une masse critique de bons livres maintenant. On n'a plus besoin de se tourner. Tu sais, je me souviens, il y a 20 ans, au niveau des fromages, tu sais, là, le Québec est un... Les Européens venaient au Québec, puis ils faisaient « Oui. Et là, tout ce qui est bière de microbrasserie, on n'a rien à envier aux Belges. Non, plus qu'on n'a rien à envier aux Français, le fromage. Ben, je pense que c'est ça aussi la bande dessinée maintenant. La bande dessinée au Québec, c'est que là, on a atteint, je trouve qu'on a atteint un niveau où, à la limite, c'est un peu saturé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qui paraissent dans une année pour le lectorat. Donc, ça veut donc dire que le bon côté de cette chose-là, c'est qu'il y a du choix et il y a une masse critique de bons livres qui sortent. Et ça contribue à l'éducation du lecteur et de la lectrice aussi. Donc, écoute, je te souhaite la santé et on a très hâte, ben là, je parle de moi, mais je parle d'auditrices et d'auditeurs. Je pense qu'on on a très hâte de te lire avec Xavier. J'ai hâte que les gens lisent ce livre-là, sincèrement. En tout cas, merci. Mais merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Ça fait quoi? On a parlé pendant 6 heures à peu près? 7 heures? 8 heures? Non, à peine 1h15. Ah, ok. Bon, ça va. Est-ce qu'on fait la partie 2 tout de suite? Sur la société, c'est de la marde ou on se garde ça pour une autre fois? Ouais, on se garde ça pour une autre fois. Ben, Alexandre Fontaine-Rousseau, merci beaucoup d'être passé au micro d'Entre deux cases. Merci à toi. Pour suivre Alexandre Fontaine-Rousseau, rendez-vous au facebook.com/alexandre.f.rousseau. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.